Quels sont les enjeux de cette visite en Afrique? Pour en parler, nous sommes avec Francis Patindé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Francis, vous êtes journaliste, chercheur, enseignant à Sciences Po Paris. Alors, le Cameroun, le Bénin, la Guinée-Bissau, comment est-ce qu'on peut expliquer le choix de ces trois pays pour cette visite en Afrique subsaharienne? Alors, ce choix ne doit rien au hasard. Vous avez le Cameroun, qui est une puissance quand même régionale en Afrique centrale, presque 30 millions d'habitants. Le dynamisme des Camerounais est connu, des hommes d'affaires, et des artistes, de l'intelligentsia camerounaise. Donc c'est un pays incontournable en Afrique, même si la diplomatie camerounaise a du mal à jouer le rôle de grand frère. Malheureusement pour ce pays, le Cameroun, la gouvernance politique est en apnée depuis plusieurs années, avec un président nonagénaire, pratiquement nonagénaire, qui accuse quand même presque 40 ans à la tête de l'État. Donc ça, c'est important. Alors, le Bénin, pourquoi? D'abord, le président Patrice Talon et le président Emmanuel Macron se voient régulièrement lors des passages de Talon à Paris, et ils se voient même en privé. Les deux hommes ont le même tempérament, c'est des fonceurs. Et je pense qu'il y a cette histoire aussi des biens, donc les 26 pièces volées par le général Alfred Amédée Dodds en 1892 à Abomey, donc qui ont été restituées au Bénin. Je pense qu'un des points de la visite d'Emmanuel Macron à Cotonou, ce serait d'aller visiter cette exposition-là. Et puis la Guinée-Bissau? La Guinée-Bissau, alors c'est la pièce rapportée dans le dispositif. Emmanuel Macron fera une escale de quelques heures seulement à Bissau. Pays lusophone. Donc pays lusophone, mais pays qui est membre de la zone franc. C'est un pays qui utilise le franc CFA et son président, le président Embalo, dirige actuellement la CEDEAO, comme vous le savez. Merci beaucoup Francis. Vous restez avec nous. Cette visite du président français, en tout cas, est également très attendue par les acteurs de la société civile. Beaucoup d'entre eux souhaitent interpeller le président français sur des relations parfois inégalitaires, pense-t-il, avec l'ancienne puissance coloniale, disent-ils en tout cas. On regarde le reportage de Richard Onanena, Michel Mvondo et Luc Armel Ngouo. C'est en plein cœur de Douala, capitale économique du Cameroun, que nous retrouvons Yam Timba, universitaire opposé au franc CFA. Pour lui, ce carrefour populaire chargé d'histoire est la parfaite illustration des méfaits de cette monnaie sur l'économie camerounaise. La première chose que vous remarquez, c'est qu'il n'y a aucun produit fabriqué au Cameroun. L'essentiel de ce qui est autour de vous est importé. Et ça, c'est symptomatique du contexte monétaire dans lequel nous sommes, qui amène ou qui contraint les Camerounais et les Africains qui utilisent le franc CFA et le franc comorien à s'appuyer ou à ne faire que de l'importation. À quelques kilomètres de là, dans cette maison d'un quartier du centre-ville de Douala, ces hommes sont en pleine concertation. Que je souhaiterais qu'un groupe se déporte soit sur Yaoundé pour distribuer les tracts, parce que c'est important que là où l'événement doit se passer, qu'il y ait des panafricanistes sur place qui distribuent les tracts. Depuis l'annonce de la visite du président Macron au Cameroun, le collectif panafricain Miki Africa, entendez le son de l'Afrique, multiplie des sorties sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux pour dénoncer cette visite. Si on peut parler de sentiment anti-français, c'est tout simplement le constat que la plupart des Africains ont fait, que la France n'a pas su réévaluer le type de coopération qu'elle aurait dû avoir avec notre continent. Plus de 200 km plus loin, dans sa résidence privée, quelques heures avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, Grégoire Orona, le ministre du Travail, a les yeux rivés sur ses livres. Pour le secrétaire général adjoint du RDPC, le parti au pouvoir, la visite du président français est une aubaine pour le Cameroun sur plusieurs plans. Vous voyez ce qui se passe en France en ce moment au Quai Branly. Il y a des créations d'emplois à travers toutes les entreprises françaises qui s'implantent. Et on a vu des gens lever le ton parce qu'il y a eu des accords signés avec d'autres pays. Donc au plan militaire et sécuritaire, il y aura certainement des choses à discuter. Emmanuel Macron va passer 2 jours au Cameroun, sa première visite depuis son arrivée au pouvoir en 2017 et sa réélection en avril dernier. Francis, la place de la France en Afrique est disputée par les grandes puissances mondiales. La relation est parfois même contestée, on vient de l'entendre. Comment est-ce que Paris peut repositionner son offre stratégique pour rester un acteur de premier plan sur le continent? Ça va être compliqué parce que la plupart des États, pas seulement africains, diversifient leurs partenaires. Vous savez,
que la France n'est que le 6e client du Cameroun, après la Chine, après des pays comme les Pays-Bas, après l'Inde, les États-Unis, l'Italie. La France arrive en 6e position. C'est comme ça la vie des États, c'est-à-dire on diversifie tout, on essaie de trouver chez qui on peut acheter, on peut se procurer des biens d'équipement à pas cher. Et même si vous vérifiez au niveau des fournisseurs du Cameroun, la France n'arrive pas en tête, la France arrive en 3e position. Vous voyez, c'est comme ça la vie des nations. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Il envoie du Cameroun, comme de l'Éthiopie, comme de la Côte d'Ivoire demain. Alors, peut-être, vous venez de le dire, il viendra pour discuter d'économie, il viendra aussi pour discuter avec certains États de la sécurité, et notamment de l'offre militaire et du soutien militaire que la France peut apporter dans certains pays. Et au Sahel, justement, une délégation de la CEDEAO est arrivée aujourd'hui au Burkina Faso pour évaluer le processus de transition. La délégation a été conduite par le président en exercice, Umaro Sissoko Embalo, le président bissau-guinéen, donc, qui a d'ailleurs salué des progrès en matière de sécurité dans le pays. On l'écoute. On salue aussi le gouvernement avec les progrès qu'on a vus sur le terrain. Et je pense que nous tous, on doit se mobiliser à côté du peuple frère de Burkina Faso. Et comme vous le savez, Burkina Faso, c'est un pays aussi qui sont des membres fondateurs de la CEDEAO. Donc, malgré ces situations, on doit l'accompagner. On appelle une mobilisation derrière le gouvernement de transition. Et nous, on pense que ces questions de sécurité, ce n'est pas juste une question de Burkina Faso, c'est une question sous-régionale aujourd'hui. Mais évidemment, on voit, ce n'est pas parce qu'il y a ce gouvernement qu'on ne pourrait pas avoir les attaques des terroristes. Non. Mais les progrès, c'est-à-dire que ça diminue un peu. De l'autre côté de la frontière, en revanche, une nouvelle attaque a été déjouée au Mali. Encore une fois, c'est un camp militaire qui était visé, celui de la garde nationale du Mali à Sévaré. L'armée annonce avoir neutralisé un terroriste tôt ce matin. Cette tentative d'attentat intervient 2 jours après l'attaque du camp militaire de Kati, à une quinzaine de kilomètres seulement de la capitale. Et puis cette question à propos du Mali, le mandat de la mission des Nations Unies sera-t-il ou non prolongé? En tout cas, Jean-Pierre Lacroix est arrivé à Bamako ce dimanche pour en discuter avec les autorités de transition. Jean-Pierre Lacroix, c'est le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix. Et il arrive dans un contexte extrêmement dégradé entre la MINUSMA et le régime malien, quelques jours seulement après l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA. Et Francis, je me tourne à nouveau vers vous. Alors, on voit que le rythme des attaques au Mali s'accélère. On voit que les djihadistes réussissent à frapper au cœur du pouvoir quasiment. Je rappelle que Kati, c'est seulement une quinzaine de kilomètres de la capitale. Et puis surtout, c'est le lieu de résidence du président de la transition. Question directe, est-ce que ce pouvoir peut, selon vous, rester en place sans l'aide de la communauté internationale? Moi, je pense que les Maliens ont surtout besoin de l'aide de leurs voisins. Il faut que les Africains s'attellent, aillent combattre avec les Maliens, puisqu'il y a des problèmes de suspicion avec la France. Donc, il faut faire avec les pays qui sont mieux structurés, qui sont des voisins du Mali. Ceci dit, ils sont mieux structurés militairement, vous voulez dire, par exemple? Le Sénégal est très très bien structuré. Le Ghana, qui a des problèmes dans son septentrion, est assez bien structuré aussi. Bon, il ne faut pas compter pour le moment sur le Burkina Faso. On peut compter sur le Niger, qui a une bonne armée et qui tient le coup. D'ailleurs, le Niger tient bien le coup. Alors, le problème, la défense du territoire national doit revenir à l'armée nationale. Partout dans le monde, la défense du territoire doit donc les Maliens ont raison de dire que la défense de leur territoire doit leur revenir avant tout. Mais il vaut mieux, comme il y a des problèmes de suspicion avec la France, traiter avec l'Algérie, avec le Sénégal, avec des pays comme le Niger qui ont des armées. L'Algérie, je sais, ne traverse pas les frontières, ne veut pas aller dans les missions de maintien de la paix, mais il faut négocier, tout se négocie. Donc je pense qu'ils ont raison. C'est à eux de défendre leur territoire et les autres doivent venir en appoint. Donc vous préconisez, en tout cas selon votre analyse, il faudrait davantage de coordination et entre les pays africains pour aider à défendre le territoire malien contre les djihadistes. Absolument, parce que le Mali n'est pas une île, le Mali ne peut pas combattre tout seul, le Mali ne peut pas se développer tout seul et il a besoin de s'intégrer à la région.
Merci beaucoup Francis Patindé, journaliste, chercheur, enseignant à Sciences Po Paris. Merci pour vos analyses.